Moi j'ai commencé à dessiner, j'avais à peu près 3 ans, dès que j'ai pu avoir un crayon entre les mains, ça a été quelque chose qui a été tout de suite là, et j'ai commencé par dessiner des animaux, bizarrement. Ça a toujours été des chevaux, des cerfs, des panthères, enfin voilà. Et donc vers mes 10 ans à peu près, mes parents voyaient que j'étais tellement fan de dessin qu'ils m'ont proposé de faire une école, une école de loisirs pour apprendre à dessiner. Vraiment, même si je dessinais beaucoup, il y a quand même des techniques en dessin. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a quand même toute une méthodologie à avoir pour s'améliorer et pour faire en sorte que votre dessin ressemble à quelque chose de bien. Donc voilà, de mes 9 à mes 15 ans, j'ai fait cette école de loisirs. Et puis, je crois que c'est à mes 13 ans que je me suis dit, en fait, je vais faire ça comme métier. Je voulais absolument, voilà. C'était soit dans les animaux, soit c'était le dessin. Et il se trouve que le dessin, j'étais quand même pas trop mal. Je pense que je me débrouillais pas si mal. Donc je me suis dit, allez, on va tenter. J'ai fait un bac littéraire général, avec une option de dessin. Et puis après le bac, j'ai fait une école d'art appliqué. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est la différence entre les beaux-arts, par exemple, et les arts appliqués. C'est pas du tout la même vision des choses. Faut que je me mette là. Comme ça. Parce que ça flotte avec le masque. Ah oui, pardon. Désolée. C'est un nouveau concept. Oui. Alors il faut se mettre comme ça. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, les arts appliqués et les beaux-arts. Donc, les beaux-arts, ça va être beaucoup plus conceptuel. En fait, on va être beaucoup plus sur l'art avec un grand A. On va développer tout un système de pensée par rapport à l'art. Alors qu'en art appliqué, des écoles d'art appliqué, elles apprennent vraiment les métiers. C'est-à-dire qu'on apprend à être un illustrateur, on apprend à être un dessinateur de bande dessinée, un graphiste, un animateur. Donc, animateur, souvent, les enfants pensent mais tu fais des colos. Non. Animateur, c'est le dessin animé. On apprend à animer un personnage. Et voilà. Donc j'ai appris ces métiers-là pendant 3 ans. Et puis, je me suis lancée dans la gueule du loup. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je me suis tout de suite lancée en profession libérale. Et puis, mon seul but, c'était d'être payée pour dessiner. Donc, j'ai cherché un petit peu des entreprises, des choses comme ça. J'ai vraiment travaillé d'abord dans la communication et la publicité. Pendant 2-3 ans, ça a duré comme ça, c'était intéressant, mais à un moment donné, je me suis dit, mes dessins, j'ai envie qu'ils restent. Et le meilleur moyen pour qu'un dessin reste, c'est de le mettre dans un livre, puisque le livre peut avoir une longue vie, comme vous le savez. Et donc, vers 2006, je suis allée sur un festival qui s'appelle, c'est le Salon du Livre de Montreuil, à Paris, où là, on peut rencontrer énormément d'éditeurs, et notamment des directeurs artistiques de maisons d'édition, où là, j'ai présenté mon travail. Donc, dans ces métiers, on n'a pas besoin de diplôme, désolée de dire ça, on a surtout besoin d'un book, c'est-à-dire on présente ce qu'on sait faire. On ne va pas nous demander tu as bac plus combien et tout, c'est vraiment que ce qu'on sait faire qui marche. Et donc j'ai commencé à travailler pour Sciences et Vie Découverte, qui est un petit magazine pour les 7-12 ans, qui explique la science, en effet. Donc j'ai déjà un lien assez étroit avec la science finalement depuis longtemps. Et donc ce magazine, et puis ensuite plein de maisons d'édition différentes, Larousse, Grun, Fleurus et plein d'autres. Hachette, j'ai travaillé avec Hachette. Et donc c'est en 2000, je crois que c'est en 2011 que Monsieur Tan est donc venu me proposer de dessiner Mortel Adèle. Et ce personnage m'a vraiment beaucoup tout de suite plu. C'est quelque chose que j'aurais voulu lire quand j'étais petite, parce que son côté impertinent et son regard cynique sur le monde m'a tout de suite plu. Donc voilà, donc on a bien travaillé ensemble, on a monté un dossier et qu'on a présenté à un éditeur. Et ça a tout de suite, ça leur a plu. Et puis du coup on est parti travailler sur la bande dessinée. Alors qu'au départ, à l'école d'art appliqué, la bande dessinée, je ne voulais pas en entendre parler. Je trouvais ça trop compliqué, je me disais, mais il y a plein de règles, oh non, je déteste. Bref, je voulais faire que de l'illustration. Pourquoi il y a plein de règles ? De narration.
D'accord. Il y a plein de règles de narration. Vous vous rendez pas compte quand vous lisez une bande dessinée, mais si par exemple il y a des problèmes, on appelle ça des faux raccords, c'est comme dans les films. Ah, Des oui. fois il y a des gens, ils ont une bouteille à la main et sur la case d'après ils l'ont plus. Donc ça c'est un faux raccord. Donc tout ça en fait c'est des choses, les ellipses de temps. Voilà, donc moi je trouvais ça trop Contraignant. Contraignant, voilà, merci. Et donc voilà. Mais Mortel Adèle, il s'est trouvé que c'était très naturel. Et à partir de là, une fois que j'ai arrêté Mortel Adèle, j'ai tout de suite aimé ce médium-là, la bande dessinée, parce que ça permet vraiment de s'exprimer, de vous raconter des choses. Et surtout, notre travail d'auteur est très respecté. C'est un peu moins respecté quand on travaille en jeunesse, vraiment album jeunesse. C'est très très contrôlé. Alors qu'en bande dessinée, on arrive quand même à faire passer des choses et c'est très respecté par les éditeurs. Et justement, moi je peux, hein. Bien sûr. Non, mais c'est juste une question comme ça. Quand on amène un projet à un éditeur, est-ce qu'il retoque, est-ce qu'il demande des modifications, comme nous sur des articles où on nous dit bah non, là, pas trop. Alors, comme je disais, il y a deux façons de faire. En jeunesse, c'est même souvent, ils rentrent assez dans ah bah cette couleur-là, ça va pas. D'accord. Ah bah ce truc-là, ça va pas. En fait, c'est dans l'ensemble. En bande dessinée, c'est beaucoup plus, on respecte beaucoup plus le message en fait qu'on fait passer. Par contre, ils veillent vraiment à ce qu'il n'y ait pas de faux raccords. Ils veillent à ce que le message soit bien compris. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on est tellement dedans qu'on ne voit pas. Donc le travail de l'éditeur, c'est vraiment ça en fait. C'est de veiller à ce que tout aille bien. Mais surtout pas à dire, enlève cette bulle-là, mets pas ce texte-là, mets celui-ci. Voilà, c'est pas du tout leur travail. Okay, ça veut dire que la Adèle que vous avez présentée au départ, c'est la même que celle oui, en tout cas celle que M. Tan avait en tête, elle est restée telle qu'elle. Alors il y a eu quelques petites réticences au départ, hein, parce que le personnage était quand même assez fort. Et c'est vrai qu'il n'existait pas trop dans l'édition à ce moment-là. Donc il a fallu qu'effectivement on insiste pour qu'elle reste comme elle est en fait. Et voilà. Donc aujourd'hui, je sais que le travail là-dessus est toujours respecté. Donc voilà. C'est ça qui plaît aux enfants, visiblement. Voilà. J'ai tout dit. Enfin, après, j'ai plein de choses encore à dire, mais je préfère si vous avez des questions, des choses comme ça. Donc sinon, je peux aussi vous parler de mon nouveau personnage qui s'appelle Animal Jack. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Alors c'est carrément presque l'opposé d'Adèle. C'est-à-dire que c'est un petit garçon qui est discret, qui est muet, qui est rejeté par les autres, mais il a un super pouvoir. C'est qu'il se transforme en tous les animaux qu'il veut. Et en fait, il se sert des pouvoirs, des particularités des animaux pour se sortir de mauvaises situations ou pour aider ses camarades. Ou alors aussi, quand il ressent une émotion, il va se transformer. Le matin, quand il n'a pas envie d'aller à l'école, c'est plutôt un paresseux ou un escargot, par exemple. Donc il va vraiment, voilà, on va se rendre compte de son caractère comme ça. Mais comme ça, on dirait qu'il n'a pas de charisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'aura parce qu'il est muet, parce qu'il est rejeté par les autres. Mais au final, on se rend compte qu'il a quand même un sacré comment dire, caractère, il est quand même assez doux en fait, mais il est doux, mais il est tenace et il est, comment dire, il veut aller dans l'aventure, il veut aider les autres en fait. Il est chevaleresque, moi je trouve. Il est chevaleresque, ouais. Ouais, il est plutôt chevaleresque. Il est très attachant. Vous le connaissez, Animal Jack, les enfants qui sont là? Qui le connaît? les papas aussi ont le droit. Ok, et les autres, c'est plutôt Adèle? Ah ouais, c'est là-bas. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez des illustrations, des planches Oui, je peux vous montrer un petit peu comment on travaille. Ouais. Alors, en fait, j'ai plusieurs choses. J'ai aussi mon travail sur un cheval et les cochons. Ça vous permet en fait de voir comment on travaille entre un scénariste et un dessinateur. Donc le scénariste, en général, c'est lui qui a l'idée de départ. Donc c'est lui qui va proposer au dessinateur de travailler. Est-ce que je peux l'agrandir? Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Je suis un peu sur Mac. C'est un peu différent. Alors, oh là là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du brouillon.
le scénariste, en fait, il arrive et il a cette idée-là. Il y a certains scénaristes qui dessinent et il y a certains scénaristes qui dessinent pas du tout. Et là, en l'occurrence, sur À Cheval, en fait, c'est Laurent Dufresnay, le scénariste, et Laurent, il dessine. Ça, c'est son dessin à lui. Et en fait, il va déjà mettre en place les bulles. Et comme il est dessinateur, lui, il aime bien fonctionner entre droites. Alors, ne regardez surtout pas les fautes d'orthographe. En fait, je vous explique, c'est que Laurent, il est dyslexique. Et en fait, tout ça, c'est corrigé par la suite. Mais il a ce problème-là, mais ça ne l'a jamais empêché d'écrire. Donc si un jour, vous-même, vous avez des difficultés, sachez que vous pouvez toujours trouver des gens pour vous aider. Et si vous avez des choses à raconter, il ne faut pas que ce soit une barrière, la dyslexie. Donc voilà, si vous voyez des fautes, c'est normal. Après, c'est tout corrigé. Hein. Donc ça, c'est le travail de Laurent. Il va faire ce qu'on appelle un storyboard. Il va mettre en place les personnages. Et j'ai une question. Est-ce qu'on commence par faire le dessin ou est-ce qu'on commence par mettre les textes en bande dessinée? Oui. On commence déjà par le dessin. Non. C'était le piège. Alors pourquoi on ne commence pas par le dessin? Parce qu'en fait, la première... Oui. Parce que sinon, on n'aura pas de place pour le texte. Déjà, très bien. Et puis, si on fait les bulles trop petites pour le texte, ça risque d'être... Voilà, c'est à peu près similaire. Donc déjà, ça c'est une chose. Si un jour, demain, là, vous faites de la bande dessinée, il faut déjà placer votre texte. Mais la chose la plus importante, c'est qu'en France, on lit comment? De bas en haut, de droite à gauche, on lit comment? Oui. De gauche à droite. De gauche à droite. Donc la première bulle qu'on va lire, c'est la plus à gauche. D'accord? Donc la plus à gauche, par exemple, sur cette deuxième case ici, vous voyez la souris. Donc ici, le premier qui parle, elle est à gauche. Ensuite, on va lire celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc ça veut dire que mes personnages, il faut bien que je les mette dans le bon ordre. Parce que si je mets mon premier personnage qui parle tout à droite, et ben, je vais avoir un phylactère, on appelle ça pour les bulles. Je vais avoir la virgule de la bulle là qui va être très longue et elle va même croiser les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut vraiment déjà tout réfléchir, bien placer les textes pour ensuite faire la mise en scène. D'accord? Parce que finalement, en dessin, c'est ça, c'est la mise en scène. Donc ça, c'est Laurent qui commence. Moi, j'arrive derrière. Donc crayonner un peu plus poussé, savoir où je vais, mettre les expressions. Les textes n'ont pas bougé. Et voilà. C'est ça pour dire qu'en gros, avec Laurent, lui, il a vraiment déjà ce travail très dessin. Et donc voilà, par contre, avec Kit Toussaint ou même Monsieur Tan, en fait, je travaille avec du texte. Mais c'est pas comme un romancier. Un romancier, vous allez dire, le romancier, lui, quand il écrit une histoire, il écrit qu'il était une fois, il se passe ça. En fait, on prend le texte tel qu'il est. Un scénariste de bande dessinée, ouais, c'est ça. Un scénariste de bande dessinée, il va découper le texte. C'est-à-dire qu'il va déjà écrire case 1, case 2, case 3, il se passe ça, ça, ça. Donc, en fait, déjà dans sa tête, il a découpé son travail. Donc vous avez vu, vraiment, il met en place. Tout à l'heure, quand je vous disais que j'ai appris à dessiner, quand on apprend à dessiner, on fait un peu des choses comme ça, des trucs patates, un peu des cacahuètes. Et en fait, l'idée, c'est qu'on fasse tout dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par un détail. Et seulement après, donc là c'est encore Laurent qui me fait son petit storyboard, mais après je vais peut-être changer un petit peu les choses. Bon là c'est pas trop le cas, mais bon j'ai mis un peu de décor. Là il y avait vous voyez là, 1, 2, 3, 4e case, on avait un champ contre champ. Champ contre champ, c'est deux personnages qui discutent, la caméra elle est derrière l'un, et la deuxième case, la caméra elle est derrière l'autre. Ben moi j'ai décidé de plutôt faire une vue en plongée comme ça, vue de haut. Donc voilà, après à chaque fois, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de voir le travail de l'autre, de dire moi je pense que c'est peut-être mieux une vision comme ça. Et Laurent peut me dire non, je suis pas d'accord. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc il y a le crayonné avant, après on passe à l'ancrage. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'ancrage? Non. Oui. C'est quand on copie les propre. En fait, c'est qu'on le crayonné, vous avez vu, c'est pas propre. Et sur les BD, finalement, vous avez un trait qui est noir, d'accord? Et ce trait noir, ça s'appelle l'ancrage. Donc,
Moi, je ne travaille plus en traditionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille tout sur informatique. Je travaille avec une tablette sur laquelle je dessine directement. En fait, c'est un stylet que j'ai et je repasse au noir. Par contre, les vrais dessinateurs, enfin, je suis une vraie dessinatrice, c'est pas ce que je veux dire. On va dire traditionnellement, on travaille vraiment sur des pages et les dessinateurs encrent soit au pinceau, soit à la plume, et ils repassent sur leur crayonné pour rendre propre les choses. Et ensuite la couleur. Comme ça, vous voyez. Voilà, je vous en remontre encore un petit peu. Voilà, Laurent, lui, vraiment, d'abord, dans un premier temps, il me fait lire l'histoire vite fait comme ça. Et après, il va directement faire le découpage lui-même. Et alors, il y a un dernier métier sur lequel on n'a pas parlé, parce que parfois, les dessinateurs, ils sont tout seuls à tout faire. Scénario, dessin et couleur. Là, on est 3 sur un cheval. Moi, Laurent fait le scénario, il fait le découpage, je fais le crayonné et je fais l'ancrage. Et on a Magali Paya, qui est notre coloriste. Donc là, c'est pareil, on travaille à 3 finalement. On va lui donner des indications et c'est elle qui va mettre en couleur le travail sur la fin. On va lui dire, bah tiens, là, ça sera plus ambiance matin, plus ambiance du soir, etc. Voilà le texte tel qu'il est quand je le reçois par mon scénariste. Donc par exemple, page 10, vous voyez le 1 avec le /2, c'est pour dire qu'il y a 2 cases dans la page. Et le slash, ça veut dire que les 2 cases sont l'une sur l'autre. Par contre, quand on a un tiret entre le 1 et le 2, par exemple sur la page 11, ça veut dire qu'elles sont côte à côte. En fait, on a des codes comme ça entre nous pour dire, bah, moi je vois bien une grande case comme ça, puis une autre case en dessous. Page 11, je vois bien 2 cases qui se suivent, la gouttière et la dernière case qui est très grande. D'accord ? Le bout gouttière que vous voyez là, c'est déjà quand il se transforme. On a trouvé un moyen que la gouttière, donc la gouttière c'est l'espace qui est entre chaque case. D'accord ? Et la gouttière, bah, souvent moi je mets, pour Animal Jack, je vais mettre une espèce de fumée pour montrer que d'une case à l'autre, il s'est transformé. Sinon ça aurait été trop compliqué pour moi de faire une transformation en plusieurs cases, montrer qu'il se transformait. Là au moins c'est un nuage de poussière. Et, donc il y a vraiment deux façons de travailler avec les scénaristes. Et il y en a même qui carrément ne font pas ce fameux découpage que je vous ai montré, où là ils laissent complètement libre le dessinateur et ils lui disent bah, dans telle page il va se passer ça. Et c'est le dessinateur qui décide de faire tant de nombre de cases ou pas. Bah, d'ailleurs des fois, moi ils m'en proposent 2, mais moi je sens que c'est mieux en 4. Ouais. Donc on va échanger, discuter pour voir. Discuter. Et par contre, à chaque étape, l'éditeur, il va regarder les crayonnés et la couleur. Et il va nous dire ce qu'il en pense. Et si on lui présente le projet à la fin, s'il nous dit que ça va pas, c'est un peu trop tard. Oui, donc il y a vraiment une coopération entre tout le monde. Oui. Et ça prend du temps. Ah, oui. Ça prend combien de temps sur un cheval, par exemple, où je ne fais pas la couleur et ni les découpages, ça va me prendre 3 mois. Un album de 38 planches. D'accord ? 3 mois, ça va. Par contre, si on ajoute le scénario, c'est au moins 2 mois. Donc mon travail 3 mois, ça fait déjà 5 mois. La couleur 2 mois. On est déjà sur une période quand même assez longue. Ouais, presque. C'est pour ça que Animal Jack, par contre, du début à la fin, moi, le dessin, l'ancrage et la couleur, ça me prend 5 mois. D'accord ? Le scénariste, il aura eu aussi 2 mois de travail. Plus après toute la fabrication du livre chez l'éditeur. C'est pour ça que ça n'arrive pas assez vite. Voilà. Mais il faut que j'arrive, pour faire de très jolis dessins, il faut vraiment prendre le temps et surtout, quand on est trop dans le projet, parfois on ne voit pas les fautes de dessin, que ce soit. Donc des fois c'est bien de laisser reposer un petit peu, histoire de 2-3 jours et de revenir dessus pour voir si tout va bien en fait. Parce que des fois on est trop dedans et on ne voit pas les fautes. C'est comme des fois, si j'imagine que vous dessinez, quand vous bloquez, il vaut mieux arrêter, faire autre chose et revenir dessus. Et vous aurez peut-être la solution plus facilement. C'est un peu comme ça qu'on évite la page blanche. Comme l'écriture. Et vous avez plusieurs projets en même temps ? Vous n'avez qu'un ? Alors non, j'ai effectivement 3 séries en même temps.
Donc, mais par contre, je les fais pas, je les mélange pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin à chaque fois de rentrer dans l'univers. Je pourrais pas faire Animal Jack et à cheval, genre 2 jours dans la semaine et 2 jours dans la semaine l'autre. C'est un peu difficile. Il faut vraiment à chaque fois se remettre dans la peau du personnage et d'avoir le dessin juste pour les expressions. Et c'est quand même un peu différent à chaque fois, suivant ce que je raconte. Et voilà. Est-ce que vous changez de façon de dessiner quand vous changez de projet? Alors, il y a à la fois de la progression dans le dessin, c'est-à-dire que vous pourrez prendre le tome 1 de Mortadelle et vous pouvez prendre le Animal Jack. Déjà, vous verrez qu'il y a une sacrée différence. Donc, pour l'instant, dans ma catégorie jeunesse, je garde quand même un espèce de petit style qui est là. Ça, c'est sûr. Après, moi, ça m'intéresse toujours de faire évoluer le dessin. Donc, je pense que je vais pas tarder à essayer de faire une BD adulte. Ça va être un gros challenge, mais j'ai vraiment envie de... Oui, de toute façon, ça peut que faire progresser le dessin pour après enrichir ce que je sais déjà faire. Voilà. Donc, je dirais que sur À cheval, je ne vais pas autant dans le détail que sur Animal Jack, par exemple. Mais ça reste des dessins assez ronds. Je ne sais pas si vous avez remarqué, assez ronds et disneyants, je ne sais pas si on peut dire ça, je sais pas. Non, mais enfantin, ça reste enfantin quand même. Ah, ça reste enfantin, oui, c'est pas du réalisme, ça c'est sûr. Ouais. Alors, moi j'essaye d'avoir un tout petit peu de réalisme au niveau des animaux. Les animaux, ils sont très, c'est ce que j'allais Voilà. dire, c'est très réel quand même. En fait, même dans À cheval, qui est une série un peu déjantée, parce que c'est les chevaux qui parlent, et ben même dans cette série-là, je suis très fidèle à la réalité d'un point de vue équitation. C'est-à-dire que il y a des enfants qui arrivent dans un club, on va pas leur laisser un cheval, tiens, tu vas te balader avec ce cheval, voilà. Enfin, il faut que ça reste, pour moi, il faut que ça reste crédible. Et même dans quelque chose de fantastique, il faut qu'on reste crédible. Et les animaux, moi j'ai besoin de savoir comment ils fonctionnent, surtout si on parle d'eux d'un point de vue physiologique, il faut que ce soit juste. Comment s'est faite la transition pour les Adèle, la passation, on va dire, même en termes de dessin, d'univers avec... Alors, c'est sûr que les enfants connaissant le graphisme de Mortadelle que j'ai créé, il a fallu que Diane Lefebvre reprenne le dessin. Mais forcément, elle a amené aussi sa patte et sa touche, donc ça s'est fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Il y a des choses graphiques à respecter, c'est évident. Sinon, si on bouge trop, les enfants ne reconnaissent plus le personnage. Mais voilà, il faut quand même laisser la place aux nouveaux dessinateurs de reprendre le dessin. Quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, quand on regarde Astérix, ça ne bouge pas. Quoi. C'est vraiment très, très, très charté. Ou même Lucky Luke. Si vous voulez Moi, j'avais une autre question, parce que ça m'intéresse tout ça. C'est plutôt une question un peu naïve, mais... C'est plutôt l'inverse, c'est comment on fait pour qu'ils soient toujours les mêmes, en fait, quand on dessine. Moi, ça me paraît très dur de refaire la même chose, le même personnage. C'est ce que moi, j'aimais pas non plus quand j'étais à l'école. Je me disais, mais c'est compliqué de faire un personnage. Ouais, puis de refaire toujours pareil. En fait, quand on le crée, il faut que ce soit naturel. C'est-à-dire que quand on le dessine, en fait, moi, en 2-3 croquis, je me dis, c'est bon, c'est lui. En fait, il y a vraiment quelque chose de naturel qu'on ressent et qu'on se dit, ok, ça y est, je comprends. Il faut arriver vraiment à ce que ce soit facile. Et c'est pas toujours facile. Là, par exemple, si je me mets à faire du réalisme, un de ces 4 en adulte, là, je sais que j'aurais beaucoup plus de... il faudra que je sois beaucoup plus vigilante parce que ce ne sera pas naturel. Donc il faudra vraiment, il y aura des fois où il faudra que j'arrive à bien reconnaître les personnages en fait. Donc après le risque de faire toujours des personnages naturellement, c'est qu'ils se ressemblent tous. Donc il faut pareil, et c'est un peu mon défaut à moi, c'est que finalement mes personnages ils ont peut-être tendance, si je n'exagère pas les traits, par exemple Malek il est un peu gros, on peut le dire, et du coup c'est plus facile d'arriver à le distinguer de Jack, par exemple. Par contre les petites filles, il faut que je redoute d'imagination pour me dire oui alors attends, il faut que je fasse les cheveux bouclés à celle-ci parce que sinon elle va être trop...
Voilà. Notamment toutes celles qui entourent Adèle, Oui. les copines. Voilà, c'est ça. Ils ont un peu le même, effectivement. Ouais, elles se ressemblent. Dégaine, oui. Et au niveau du processus créatif, en fait, lorsque vous dessinez, en gros, vous vous enfermez dans votre bulle, c'est-à-dire que vous coupez toute influence, ou est-ce que vous continuez en parallèle à lire de la bande dessinée? Ah oui, oui, ah non, il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai même, d'ailleurs, quand je travaille, j'écoute toujours quelque chose, en fait, en parallèle. Ça peut être des podcasts, des choses scientifiques, des émissions, des séries. Donc, non, j'ai besoin d'être enrichie en permanence. Et au contraire, oui, la bande dessinée, ça permet d'enrichir le dessin, de voir aussi les collègues comment effectivement ils travaillent. Donc non, je dirais... Bon, par contre, oui, j'ai besoin de concentration. C'est-à-dire que j'ai travaillé en atelier, par exemple, à un moment donné. On était 3-4 auteurs dans le même atelier et ça me posait problème parfois parce qu'il fallait quand même être sociabilisé. Et il y a des fois où quand on est dans effectivement une planche ou un dessin, on n'a pas, enfin, j'arrive pas forcément à sociabiliser. Donc ça va être oui, salut, et je bois mon café, je mets mon casque et effectivement je me concentre. Mais par contre, oui, j'ai quand même besoin de l'extérieur pour alimenter ce que je fais. Et d'ailleurs, le confinement, je pensais que ça serait une période facile pour moi, mais ça l'a pas du tout été parce que j'avais besoin des autres et de rencontrer d'autres dessinateurs. C'est un peu notre lot habituel en tant qu'auteur. Donc on est déjà bien enfermé tout le temps. Alors là, et moi je pensais que ça irait bien, puis finalement non, c'était pas possible. Et c'est un métier assez solitaire alors finalement. Oui. Donc il faut faire l'effort d'aller voir les autres, de les contacter. Ah ça c'est sûr que j'enseigne aussi l'illustration justement dans une école d'art appliqué. Et il y a certains qui sont très doués et qui ont un talent fou, mais qui n'arrivent pas à aller voir les autres. Donc au final, ils peuvent avoir un talent incroyable, mais rester enfermés dans leur bureau, il n'y aura jamais personne qui viendra les voir. Donc il y a vraiment une histoire quand même effectivement d'aller vers l'autre, de rencontrer les éditeurs, parce que quand même, les projets qu'on présente, souvent il y a du travail, mais il y a quand même une bonne partie de chance, puisqu'il faut rencontrer l'éditeur à qui ça plaît, et la bonne personne au bon moment, et surtout votre projet, il faut qu'il soit dans la ligne éditoriale. Là par exemple en ce moment, ce que certains ne veulent plus faire, c'est des westerns, parce qu'il y en a eu trop. Donc voilà, il ne faudrait pas arriver tout d'un coup avec un western en ce moment. Peut-être dans 2 ans c'est bon. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'effectivement il faut aller voir les autres. Tu avais une question. Je voulais savoir si vous en rencontrez d'autres aussi, des illustrateurs. Si j'en rencontre d'autres? Oui. Bah oui, là par exemple les salons, c'est fait pour ça. En fait, quand on fait des festivals de BD et des salons, c'est vraiment l'idéal pour C'est juste ça. Non, oui, déjà dans l'école, à l'école, c'est pour ça que je conseille quand même souvent ceux qui veulent faire ce métier, au moins d'aller faire une école d'art appliqué parce qu'elle permet vraiment d'avoir un réseau d'amis, d'élèves qui vont être comme toi et qui vont apprendre les mêmes choses que toi et plus tard ça peut servir. C'est-à-dire que vous vous retrouvez entre anciens des bancs de l'école. Tout à fait. Bon, d'ailleurs, comme j'ai fait une école là-bas sur Chambéry, il y en a certains qui sont restés et en vrai, on est quand même... voilà, on se passe des projets qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment... donc ça, c'est super pour tout ça. Puis on se rencontre, en effet, plutôt sur les salons. Et est-ce qu'à terme, vous aimeriez... n'importe quoi. Est-ce qu'à terme, vous aimeriez... faire aussi un scénario, faire une bande dessinée de A à Z? Oui. oui, ça serait vraiment... Parce qu'il y a aussi des contraintes aussi par rapport à l'histoire, donc en fait, se retrouver en termes d'atmosphère. Ce qui me terrifie là-dedans, c'est qu'on est seul, alors que quand on est à 3 scénarios, scénaristes, coloristes, éditeurs, on est une équipe et il y a toujours un regard extérieur. Et ce que je trouve difficile dans l'écriture, c'est vraiment de gérer... la chose de A à Z. Donc j'ai des idées, j'ai envie de développer certaines choses, mais j'ai pas encore eu déjà il faut du temps. Et là comme je fais les projets là, c'est vite fait. Je fais 2 Animal Jack par an, un à cheval, c'est déjà rempli en fait. Donc arriver à trouver du temps pour dire
un moment d'écriture, un moment de travail en crayonné. Donc oui, j'aimerais. Mais je sais pas quand est-ce que je vais passer le cap. C'est assez terrifiant, quoi, la narration et tout, je trouve. Ouais. J'ai plein d'idées, hein. J'ai plein d'idées, mais j'ai du mal à les mettre. Comment ça se passerait en termes de narration? Ce serait une narration écrite qui vous viendrait plus facilement ou ou plutôt un crayonné? En fait, j'ai plus des images dans ma tête. J'ai plus des images, et le problème, c'est que les images, c'est bien, mais mis bout à bout, voilà, faut pas que ce soit qu'une succession de jolies images. Faut vraiment qu'il y ait une idée derrière et une narration. Et... Je l'ai, hein, je pense, mais je sais pas comment faire. Mais ça va venir. Mais je pense que c'est une sorte de maturité. Et de temps. Et voilà, et de temps, ouais. Et pas de confinement. Ouais, oui, c'est ça, parce que j'ai quand même besoin de mes amis scénaristes pour m'expliquer des choses. Est-ce que Frédéric, vous voulez peut-être parler? Moi, ça me va, là. Je trouve qu'on discute bien, c'est agréable. Peut-être leur demander aux enfants ce qu'ils aiment, pourquoi ils les aiment. Ouais, qu'est-ce qui fait que vous aimez un personnage plus qu'un autre? Oui. J'adore Mortelle Adèle. Et pourquoi alors tu l'aimes? Parce que je trouve ça rigolo. Parce que ça te fait rire? Il y a d'autres raisons ou pas? On va peut-être mettre les images. Je vais montrer les images. Les dessins? Ouais. Pourquoi t'aimes bien les dessins? Juste pour avoir une idée. Est-ce que c'est parce que c'est simple? Est-ce que c'est quoi qui te plaît en fait? Par rapport à un autre. Après, t'aimes peut-être plusieurs dessins. Hein. Les expressions des personnages, peut-être? Oui. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le dessin, c'est qu'il y a des personnages qui ont des caractères très variés. Par exemple, dans Mortelle Adèle, Adèle, elle est différente, elle essaie de le montrer aux autres. Oui. En fait, elle essaie d'imposer ses règles à elle, aux autres. Mais... Et aussi dans l'histoire, il y a d'autres personnages. Par exemple, il y a Jade, un peu la leader, le tout, avec ses copines. Il y a son petit chat qui est mignon, qui est partout, alors qu'elle lui déteste complètement. C'est pareil pour un garçon, tout ça. En fait, elle est toujours à contre-courant. Oui, c'est ça, il y a toujours des personnages qui sont différents et qui on la voit Adèle là. Elle est, elle est quand même affreuse, Adèle. Non, regarde ce qu'elle fait là. Non, mais ce qu'il l'a pas fait, ça. Ouais, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Elle est diabolique, donc c'est ça. Elle est diabolique. Oui. Elle est rebelle. Ah. Et pourquoi elle est rebelle pour toi? Tout à fait. Elle impose des lois. C'est une rebelle, comme on dit, mais aussi elle a ses petits points faibles, c'est ça qui est rigolo aussi. Ah bah oui. Alors c'est quoi ses points faibles justement? Bah, tu peux, elle en a pas. On lui dit, bah t'es bizarre, elle le prend mal. Ou bien. Oui, c'est vrai. Oui, toi tu attends depuis longtemps. Dans le livre, cette image, elle est parce qu'elle dit qu'elle va téléporter son chat au paradis. Oui, c'est ça, elle ne veut pas le manger, elle veut le téléporter au paradis. Voilà. Oui, là-bas, parce que tu veux parler aussi. C'est que moi je trouve chez Adèle, c'est qu'elle est un peu rigolote et aussi c'est un peu son sourire quand elle fait une bêtise. Et bon, elle est un peu contente de soi. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans Mortelle Adèle, c'est que les filles, autant que les garçons, lisent Mortelle Adèle. C'est-à-dire que, alors qu'au tout départ, quand on a sorti la série, je me souviens quand j'allais en salon, justement, les mamans avaient du mal à acheter pour leur fils, en fait, Mortelle Adèle, parce que c'est une fille. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile, j'allais dire, pour une maman d'acheter un petit œuf à sa fille que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que ça commence un peu à casser les codes, tout ça. Ouais. Vraiment de se rendre compte. C'est ce qui est intéressant, en tout cas pour nous, hein, en sociologie, c'est qu'elle explose tous les repères un peu genrés. Et effectivement, du coup, ça la rend très impertinente, très insolente, et puis très drôle. Ouais. C'est ça qui la rend drôle. Mais effectivement, je pense que les garçons peuvent y venir. Ah oui.
assez facilement parce qu'elle est tellement rentre dedans. Complètement. C'est quoi? Moi, pour le cas, c'est ma mère qui a offert à ma fille. Elle n'aurait peut-être pas offert à moi. Elle a offert à son fils. Et par contre, son frère, il a tout dit. Eh oui. Voilà. Ouais. Oui, tu voulais poser une question? C'est surtout qu'elle n'est pas du tout dans les critères d'une jeune fille normale. Oui. Une jeune fille normale? Alors, qu'est-ce que la normalité? On va parler de la normalité. Non, mais oui, c'est Bon, complètement... je l'ai mise à côté des princesses pour qu'on cherche l'erreur un peu. Ouais. Effectivement, les héroïnes dans la littérature pour les petites filles, elles ressemblent d'habitude plutôt à ça, hein, aux autres, et pas tellement à Adèle. Elle ressemble plus à des... Voilà. Et elle n'a pas ce côté princesse qui est un peu énervant, il faut dire, un peu mièvre. C'est pour ça qu'on en a un peu marre aussi. Et les petites filles, elles sont comme vous, elles en ont un peu marre de voir des choses. Et puis elle a ce côté un peu grimaçant, un peu cynique, hein, bien dire ce qui est. Pas très gentille, un peu rebelle. Elle a quel âge? Oh, elle est en primaire. Pas d'âge précis. Je crois qu'elle est en CM1, elle avait dit. Attention. Très bien. Est-ce qu'elle a toujours ressemblé à ça dans la création de personnages? Est-ce que vous aviez tout de suite ces visions-là En fait, d'Adèle, ou est-ce qu'elle a évolué En fait, Monsieur Tan avait fait des petits croquis au départ. Il avait fait des petits croquis et c'est à partir de ces croquis-là que du coup on a développé. Elle n'avait pas cette grosse tête par rapport à un petit corps, etc. Et l'idée de la grosse tête par rapport au petit corps, c'est quelque chose de mignon. Et nous, le but, c'était vraiment de faire un graphisme plutôt mignon pour un personnage plutôt fort. Oui, plutôt vilain. Oui. Et du coup, si Martelle Adèle, elle est plutôt garçonne en fait. Plutôt un garçon, je veux dire. Alors, Elle a un physique de fille, mais elle a quand même un caractère beaucoup plus masculin. Alors, j'aime pas cette expression garçon manqué. Tu sais pourquoi? Ça veut dire qu'un garçon manqué, c'est que c'est une fille, ça veut dire que c'est raté. Voilà. Et ouais. Donc en fait c'est pas toi, hein. Je dis juste que cette expression-là, elle n'est pas jolie parce qu'en fait, ça veut dire qu'une fille, c'est un garçon raté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, on a, en tant que fille, on a le droit d'aimer le rose, on a le droit d'aimer les lectures fantastiques, on a le droit d'aimer faire la bagarre, on a le droit d'aimer... En fait, il n'y a pas de... On nous a mis, si vous voulez, je pense, pendant des années et des années dans des carcans. Et une petite fille, la première chose qu'on lui dit, c'est « Ah, t'es mignonne » quand on la voit. Un garçon, on ne va pas lui dire « Ah, t'es super mignon », on va dire « Ah, t'as l'air fort », etc. Donc l'idée, c'est vraiment... peut-être qu'elle ressemble à un garçon pour certaines d'entre vous, parce que vous avez une façon de voir les choses qui ne sont pas comme ça, mais il y a aussi des petites filles qui aiment bien faire la bagarre, quoi. Oui, je pense qu'elle est finalement peut-être plus proche de ce que sont vraiment les filles que d'autres héroïnes, parce que des petites filles qui ne bougent pas beaucoup, qui ont toujours des très jolies robes, qui sont toujours sages, moi j'en connais pas beaucoup, hein. Par contre des petites filles qui sont un peu vilaines des fois, qui font la bagarre, il y en a quand même. Voilà. Donc en tant que fille, vous avez le droit de tout faire. Oui. Moi, je ne saurais pas avec un personnage masculin, mais le fait qu'elle soit aussi cynique, en fait, moi je pense que c'est plus penser à une adulte, en fait, oui. à quelqu'un Oui. d'adulte. Oui, c'est possible. Je pense que c'est ça qui est aussi intéressant d'un point de vue... en fait, on est parti du principe, enfin, Monsieur Tan est parti du principe que les enfants, ils comprennent tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, évidemment, certains sujets qui ne sont pas toujours... ils reliront 2 ans après, ils n'auront pas la même lecture que quand ils l'ont lu au début, mais je pense que l'idée au départ, c'est vraiment de ne pas prendre les enfants pour des imbéciles et de leur parler de tout. De la même façon, dans Animal Jack, en fait, on aborde des sujets, le chômage, les choses, en fait, la communication entre les parents et les enfants, la place que peuvent avoir les téléphones dans la famille, mais tout ça de façon, pas moralisatrice. C'est juste, on essaye de parler de choses adultes, en fait. Il y a beaucoup de choses sur la nature, sur les animaux, sur... Je pense au premier aussi, sur aussi la déforestation. Donc ça rejoint aussi le thème de l'expo. Oui.
Bah, c'est vrai que moi je pense que de toute façon, vous, en tant qu'enfant, vous devez quand même beaucoup entendre parler de la déforestation, des animaux qui disparaissent, etc. Donc nous, le but, c'est aussi encore de répéter que, en effet, on ne peut pas vivre sans... Enfin, il y a aussi le fameux droit animal dont on parlait, je crois que c'est dans la conférence. Pour moi, l'animal, c'est un... Je vais peut-être choquer les gens, mais pour moi, c'est une personne. C'est-à-dire qu'un animal, vous pourrez prendre un chien et un autre chien, ils n'auront pas le même caractère. Et ils auront chacun leur vision, leur façon d'être. Et vous pouvez prendre 2 chiens identiques dans la race, ils ne seront pas du tout le même caractère. S'il y en a qui montent à cheval ici, vous savez très bien que n'importe quel cheval est complètement différent, voilà, les uns les autres. Donc moi, ce que j'aimerais que les enfants comprennent, c'est que chaque vie est précieuse, et notamment celle des animaux, puisque ce sont des êtres qui, peut-être, on ne sait pas encore, en tout cas on sait qu'ils ressentent, oui. Ça c'est sûr. Par contre, comment ils pensent, on n'a pas encore toutes les clés, puis surtout il ne faut pas qu'on fasse de l'anthropomorphisme, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en gros, il ne faut pas qu'on projette nos sentiments sur eux. Mais l'idée, c'est que quand même, ça reste des individus. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas le même caractère que ta soeur, votre sœur. Hein. Voilà, vous n'avez pas le même caractère. Vous avez beau peut-être vous ressembler un peu, vous n'avez pas le même caractère. Et bien, chez les animaux, c'est pareil. Donc, il faut en prendre soin et il faut faire en sorte qu'en fait, on vive avec eux. C'est pas qu'on doit dominer le monde, c'est qu'il faut qu'on vive avec eux. Et il faut qu'on trouve des solutions pour que tout le monde fonctionne. Tu veux me poser quoi comme question? C'est pas ça, c'est le message que vous voulez dire, c'est en gros, on doit pas être, les humains prennent trop les animaux pour les inférieurs, et ils croient trop aux supérieurs, alors qu'il faut les prendre pour des égaux. Pratiquement. C'est ce que j'ai. Moi, je dis pas qu'il faut penser comme ça, je dis juste que moi, j'ai tendance à le penser. C'est-à-dire que pourquoi un aigle n'aurait pas le même droit de vivre qu'un être humain, en fait. C'est-à-dire qu'il est sur cette terre, et s'il est sur cette terre, c'est bien que, voilà, on n'a pas le droit, si tu veux, de détruire son habitat pour, si tu veux, qu'on fasse du profit, ou que... Voilà, pour moi, je vois pas en quoi une espèce plus qu'une autre puisse prendre le dessus sur l'autre, tu comprends? Et bon, nous, on a tendance un peu à faire ça, les hommes, je trouve. On est un peu balourd. Hein. Voilà, ouais, c'est un peu... Oui. Comment? Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Alors, oui, mais un peu sociaux quand même. Alors ça, je suis pas sûre que sociaux, ça soit le bon mot. Je pense qu'on a la culture. Non, sociaux, les animaux, il y a certains animaux qui supportent pas d'être seuls et qui ont une vraie hiérarchie chez les singes, etc. Donc non, je pense qu'on peut pas... Je pense qu'on a la culture, on a inventé plein de choses, on a effectivement le fait d'utiliser des outils, bien que maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup d'animaux qui l'utilisent. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'on ait des animaux, quoi. Oui. Et le truc, c'est que nous, le problème, c'est juste que nous, on est capable de marcher avec nos pattes derrière. Ça, c'est physiologique. Et aussi, on peut aussi utiliser nos mains pour pouvoir prendre des choses en même temps que marcher. En fait, on peut faire plusieurs choses à la fois. Oui. Je pense que notre faculté, elle est complètement différente des animaux. On ne peut pas vraiment parler d'intelligence, parce que souvent, moi, j'entends, tiens, cet animal-là, il est bête, en fait. Par exemple, je reprends les chevaux, parce que je connais par cœur les chevaux, et souvent, on dit, tiens, mais pourquoi il a peur de ça? Il est bête ou quoi? Et un cheval, il a peur d'un bout de papier ou d'un bout de plastique, parce que c'est le fait d'avoir peur, c'est ça qui fait qu'il l'a aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis des millions d'années, c'est un animal qui fuit. Et il a tellement développé cette faculté-là qu'aujourd'hui, il a peur d'un sac plastique. Mais c'est dans sa nature, et en fait, il est là aujourd'hui et il a réussi à arriver jusqu'ici parce qu'il a cette faculté-là, en fait. Et donc, c'est une forme d'intelligence, en fait. Pas la nôtre. Oui, là-bas. Oui. Ça peut aussi être qu'ils ont été traumatisés très petits avec ce genre de choses. Tout à fait, en effet. Mon chien, il a peur des orages parce qu'il a été abandonné dans un jour d'orage. Voilà. Donc, tu vois, les traumatismes, on en subit nous aussi, hein, les êtres humains.
vous, à votre âge, si vous avez eu un traumatisme, et ben, peut-être que ça va rester un petit peu plus tard. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous souhaiteriez aborder et que vous ne faites pas, en fait, parce que le scénariste vous propose pas assez de thèmes qui vous tiendraient à cœur Ben non, ça s'est jamais présenté. On a toujours un peu abordé les choses comme ça. Là, par exemple, pour le tome... là, le tome 4 a été bouclé d'Animal Jack. Et dans le tome 5, j'ai voulu... en fait, moi, c'est beaucoup plus graphique. C'est-à-dire que je me dis, ah, j'aimerais bien faire un Animal Jack sous la neige. Là, débrouille-toi. Voilà. Donc moi, c'est beaucoup plus... oui, il y a des choses que j'ai envie de... Ouais, j'ai envie qu'à un moment donné, ça se passe au Canada, etc. Mais parce qu'il y a des animaux que j'aime bien. Non, sur les thématiques, là, le prochain... Pardon, les messages bah, j'ai l'impression que on les fait déjà passer. Après, aller plus... je pense qu'il faut y aller à tâtons sur ce genre de choses. Enfin... Voilà, sur Mortel Adèle, déjà, moi, dans ma tête, c'était vraiment... il faut que les petites filles, elles se rendent compte que, bah ouais, on peut se conduire comme des garçons, hein. Ça, on va le dire franchement. Et puis, sur Animal Jack, vraiment que les animaux, ils ont leur place dans le monde, en fait. Globalement, c'est un peu ces messages-là que j'ai envie de faire passer. Après, il y en a d'autres, hein, un peu plus discrets. Et notamment là sur le prochain, donc là le tome 4 il va sortir, on va parler du temps qui passe et on va dire il y aura des moments de deuil, on va parler du deuil, donc c'est bien fait hein, pour les enfants, vous inquiétez pas. Mais en gros on va parler de ça quand même à un moment donné. Et puis sur le suivant, il a été écrit pendant le confinement et il va y avoir voilà, une petite chose par rapport à ça, quoi. On est forcément imprégné par ce qu'on vit autour et je crois que ça se fait assez inconsciemment. Ça se fait consciemment, mais des fois il y a des choses qui passent sans vraiment qu'on s'en rende compte. Il y avait une question, madame. Oui. À côté d'un personnage aussi flamboyant et aussi fort qu'Adèle de mon caractère, pourquoi choisir délibérément, que ce soit dans Adèle ou là, les petits garçons qui, à contrario, sont beaucoup plus éteints, beaucoup plus calmes? Bah, choisir, en fait, c'est le scénariste qui l'a créé. Donc c'est lui qui m'a proposé ça. J'ai pas vraiment choisi. Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il représentait. C'est-à-dire qu'il est muet, c'est un peu comme les animaux. C'est-à-dire qu'on les voit, ils peuvent pas communiquer avec nous, en fait. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans cet enfant-là. Ses parents ne l'écoutent pas non plus, dans le tome 1. Donc en fait, c'est tout est lié, en fait, par rapport à... Et puis, en fait, si vous lisez Animal Jack, vous verrez que c'est peut-être pas un petit garçon, en fait. Donc voilà, il y a plein de choses, qui font que, en effet, il est différent. Alors après, c'est pareil, hein, je l'ai pas fait comme un petit garçon habituel. Il a quand même les cheveux longs. Donc voilà. Alors pourquoi le choisir? En fait, c'est surtout que je l'ai aimé quand on me l'a proposé. Bon, puis là, ça bouscule aussi un peu les codes concernant les garçons. C'est intéressant aussi l'image que ça envoie des garçons. Et bien justement, les lecteurs là, de l'Animal Jack, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui. Et puis les garçons aussi derrière. Vas-y. Moi, je trouve que c'est assez bien. Et merci, c'est gentil. Dans le sens où il y a certaines parties qui sont rigolotes. Mais en fait, ça nous apprend des choses. Par exemple, dans le tome 2, il est souvent malade. Et à un moment donné, il croit que le lait est animé. Et du coup, ils ont besoin d'un animal qui puisse digérer. Du coup, il se transforme. Du coup, on sait que cet animal-là peut faire ça. Voilà, il se transforme en opossum, qui a la faculté, effectivement, de pouvoir digérer des choses avariées. Du coup, en fait, on apprend plein de choses, avec de tout petits détails. Voilà, c'est l'idée, c'est pas de vous assommer de choses très pédagogiques, c'est juste que ça fasse avancer l'histoire et en même temps vous appreniez des choses. Je trouve que tout ça, il sait très très bien faire ça. J'ai une dernière question, moi. Oui, pourquoi ce nom?
Elma Jack? Non, Miss Prickly. Ah, Miss Prickly, ah bah oui. Ah oui, c'est ça. Alors, Miss Prickly, donc, en fait, je vous ai expliqué que je faisais de l'illustration jeunesse avant, et qu'on était très dirigés, que j'ai fait des choses que aujourd'hui, même à l'époque, je n'étais pas forcément d'accord, puisque les éditeurs, à ce niveau-là, ont vraiment, s'ils décident de faire une couverture rose pour pouvoir vendre à des filles, je ne vais pas avoir mon mot à dire, parce qu'en fait, tout le graphisme, il est comme ça. Donc en fait, j'ai utilisé mon vrai nom pendant un moment sur certains ouvrages. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait de la BD, c'est vraiment des choses que j'assume et que j'ai quand même parlé de messages tout à l'heure, c'est vraiment des messages et des valeurs que je veux faire passer. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme, pour vraiment qu'on sépare mon travail que je ne trouve pas top parfois. Et je l'ai fait parce que j'avais besoin de manger. Donc la bande dessinée qui vraiment sépare les deux. Et prickly, en fait, ça veut dire piquant. Donc c'était parfait pour Adèle, je trouve. Et c'est un personnage que j'avais dessiné, rien à voir avec Adèle, à la sortie de l'école, où j'avais fait un personnage qui était un petit fantôme et elle était assise sur sa pierre tombale. Et la pierre tombale, j'avais écrit prickly dessus, voilà. Je ne sais pas. C'est bizarre comme ça, mais voilà. Donc je le dis. Mais c'est pas grave. Ça valait le coup d'être raconté. Hein. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour vos questions. Et c'est très gentil d'être venus.